Bonjour à tous, bienvenue au Zoom métier généraliste numéro 1 de l'année 2026 qui portera sur les acteurs et les métiers de la solidarité internationale organisé par la CSI en partenariat avec Bioforce. Cette session d'information est enregistrée. Nous demandons à chacun de couper son micro et d'éteindre sa caméra afin que nous ne soyons pas embêtés par les droits à l'image. Si toutefois vous laissez votre caméra ouverte, c'est à votre responsabilité. Je passe tout de suite la parole à Jeanne Brinson, qui est là pour nous dans le cadre de Bioforce. Et je vous souhaite à tous une très bonne session. Bonsoir à tous. Je repasserai la parole à Laetitia pour la présentation de la Cité de la Solidarité Internationale. Mais donc effectivement, moi je m'appelle Jeanne Brinson et j'interviens pour Bioforce, qui est un institut de formation que je vous présenterai un petit peu plus. Juste d'abord pour moi me présenter, savoir qui vous parle. J'ai un parcours en ressources humaines, dans le privé d'abord, et puis dans l'humanitaire, notamment chez Acted et Solidarité Internationale sur le terrain en tant que responsable RH, et ensuite au siège de Solidarité Internationale à Paris, puis Handicap International à Lyon, sur des fonctions de recrutement principalement et de référente RH. Bioforce, donc juste pour vous dire, vous expliquer un petit peu ce que c'est l'Institut Bioforce pour ceux qui ne connaissent pas. C'est un institut de formation qui existe depuis maintenant plus de 40 ans et qui a été, initialement, l'idée c'était de se dire il y a un secteur humanitaire qui commence à se dessiner, qui se professionnalise. Au démarrage, on était plutôt sur de la logistique et de l'humanitaire, donc de l'urgence. Et au fil des années, l'Institut a évolué en fonction également du secteur, avec d'autres formations qui se sont ajoutées en finance, en RH, en gestion de projet. Et actuellement, même si le siège est à Lyon, comme vous voyez sur la photo à côté de Lyon, le centre de formation principal, il y a également un autre centre de formation qui est à Dakar. Et puis, il y a des formations en intra qui sont proposées également aux organisations elles-mêmes et sur les différents terrains d'intervention au plus près du terrain. Donc, le but de ce Zoom métier, c'est vraiment donc c'est pas de parler de Bioforce en particulier, c'est vraiment de vous donner le maximum d'informations sur le secteur de l'humanitaire et de la solidarité internationale, et puis les possibles voies d'accès que vous allez pouvoir avoir. Oui. Voilà. Donc, pour ma part, je suis Laetitia Lascar, je suis responsable de la Cité de la Solidarité Internationale à Annemasse, dans le Grand Genève. La Cité de la Solidarité Internationale, c'est une structure qui vient soutenir les ONG, les accompagner dans leurs projets. L'une de ses missions, c'est renforcer les capacités, favoriser l'innovation. Au cœur de notre projet, il y a effectivement la collaboration multi-acteurs avec de nombreux partenaires. On est aussi un tiers-lieu si vous êtes sur le territoire haut-savoyard, où vous pouvez venir partager avec les ONG présentes vos expériences et un espace de travail convivial. Et puis aussi, dans ce cadre de la CSI, on a un de nos programmes qui s'appelle Cogite, dans lequel s'inscrivent les Zoom métiers, qui est vraiment le renforcement des compétences. Et évidemment, tous les 2 ans, il y a le salon Soliway, qui porte sur les métiers de la solidarité internationale, sur les grandes transformations. Et le dernier a eu lieu en novembre 2025. Vous pourrez retrouver toutes les sessions qui ont eu lieu il y a quelques mois en replay en ligne, et la prochaine session aura lieu en 2027. Donc là, on va pouvoir vous donner d'ores et déjà le calendrier des Zoom métiers. Aujourd'hui, le 24 février,
Mardi 24 mars, à la même heure, une session sur les compétences recherchées dans l'humanitaire. Et puis, à nouveau, 4 semaines après, le 21 avril, se préparer à un entretien de recrutement dans l'humanitaire. Donc, je repasse la parole à Jeanne. Voilà. Donc, juste pour vous préciser un petit peu ce on entend par le secteur humanitaire, donc c'est un secteur professionnel à part entière qui regroupe des organisations qui vont agir dans une certaine logique avec un ensemble de valeurs, donc qui vont être dans l'aide sur différents types de terrains. Et finalement, on va parler de métiers de l'humanitaire, également de la solidarité pour balayer à la fois la solidarité internationale. C'est vrai que souvent, quand on dit humanitaire, on a plutôt tendance à penser urgence et internationale, mais là, on est sur une solidarité de l'urgence au développement à l'international et au niveau national. On peut continuer. Le constat qui a été fait ces dernières années, donc je vous ai parlé de la création de Bioforce il y a 40 ans, et c'est vrai que c'était un constat qui s'est vérifié au fil des dernières années, c'est le fait qu'il y a une forte professionnalisation du secteur, due à plusieurs raisons. D'une part, il y a une complexité dans les terrains d'intervention, et notamment au niveau géopolitique. Des terrains de conflit notamment. On va retrouver finalement des acteurs qui se sont multipliés avec des différents types d'interventions et des bailleurs de fonds qui ont pris finalement de plus en plus de place donc pour financer un certain nombre de ces actions et qui vont pousser les acteurs en tout cas de l'humanitaire, à avoir une qualité d'intervention et de transparence et de rendre des comptes, on va dire, de manière de plus en plus accrue, qui va faire que voilà, il y a cette nécessité de se professionnaliser. De fait, au niveau de la formation, il y a eu également, bien sûr, un développement des différents types de formations qui peuvent être proposées dans le secteur de l'humanitaire, qu'elles soient universitaires, longues, courtes ou professionnelles, donc en formation continue. Donc, les résultats de cette professionnalisation, on va dire qu'il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. Je dirais qu'il y a une diversification des métiers. C'est vrai qu'on pouvait avoir, il y a quelques années, au tout début, le côté un peu caricatural de il n'y a que les médecins qui peuvent aller aider sur le terrain, ou alors juste pour faire des distributions, des choses un peu limitées. Là, on va avoir, on va le voir tout à l'heure, une grande diversité de métiers. Donc, ça veut dire que potentiellement, il y a de la place pour beaucoup de compétences et des métiers très différents. Et une autre de ces conséquences, ça a été le fait que, de fait, la motivation et l'envie d'aider ne suffit pas. Il y a maintenant des exigences au niveau du recrutement. Donc, vous allez avoir un Zoom métier prochainement sur justement quelles compétences et puis qu'est-ce qui se passe au niveau du recrutement pour le secteur humanitaire. Effectivement, il y a des critères de recrutement qui sont très précis dans la plupart des organisations. Donc l'idée là, ça va être de dire, on fait ce constat et on va essayer de vous aider à vous y retrouver un peu plus, sachant que le message qui est donné, c'est de dire qu'il n'y a pas une seule manière de rentrer dans le secteur, il y en a plein. Donc chacun pourra trouver sa voie. On va pouvoir enchaîner voilà, sur les différents types de métiers qu'on va trouver. Alors, on vous a proposé une typologie avec deux grandes typologies de métiers. Dans le secteur humanitaire, vous allez voir que ça peut être transposable aussi dans l'entreprise, mais ces deux typologies, c'est les métiers d'un côté qu'on va appeler thématiques. On peut dire aussi parfois techniques. Ça va être les métiers qui vont être liés à un type d'intervention spécifique ou à un projet spécifique. Et donc, ça peut être dans les domaines d'intervention de ces pays,
l'eau, l'hygiène, assainissement par exemple, la santé mentale, l'agroalimentaire, donc là qui vont demander en général une formation dans ce domaine-là. Ça, c'est pour les métiers thématiques. Et puis l'autre grosse typologie, sachant que les deux typologies de métiers qu'on vous présente sont très poreuses. Donc, je veux bien que tu passes, Laetitia, au métier qu'on va appeler fonctionnel. Juste, je précise, les typologies thématiques, effectivement, ça va être dans le secteur d'intervention qu'on va retrouver dans le secteur humanitaire. Donc, voilà cette distinction. Par contre, les métiers qu'on va appeler plus fonctionnels ou de service, on pourrait presque les retrouver dans n'importe quelle entreprise, puisque pour mettre en œuvre les projets dans les projets de solidarité, on va avoir besoin de moyens humains, donc de gestion de ressources humaines. On va devoir gérer les sous. On parlait de bailleurs de fonds tout à l'heure. C'est des projets qui sont financés, parfois des projets avec des gros budgets. Donc, on va avoir besoin de gens qui vont gérer les finances. Tout ce qui va être également gestion du matériel qui va être nécessaire pour la mise en œuvre des projets. Quand on parle de matériel, en plus, ça peut être les achats, l'approvisionnement, l'acheminement des produits, et puis également tout ce qui est la flotte de voitures, également les moyens de communication, l'informatique. Donc, chacun de ces métiers recouvre aussi d'autres métiers très variés. Et puis, la coordination et la gestion de projet, qui est peut-être le métier le plus spécifique à l'humanitaire, parce que là, on va demander vraiment une bonne connaissance de l'environnement de la solidarité internationale et nationale, et qui pourrait parfois avec une compétence technique qui peut être ajoutée selon la typologie des projets menés. On parle également de communication, de plaidoyer, de sécurité, qui vont être des fonctions qu'on va appeler transverses, qui sont en général présentes soit au siège de l'ONG, soit en capitale, et rarement appliquées à un seul projet. Alors maintenant, on va balayer les différents types d'acteurs. Oui, ce qu'on vous a peut-être pas précisé en début du Zoom qui peut être intéressant, c'est de se dire que là, je balaye vraiment toutes les thématiques. N'hésitez pas surtout à noter les questions que vous auriez, puisque ensuite, on va avoir un grand temps, un temps de questions également. Donc, notez bien si vous avez des questions. On peut revenir donc sur les différents acteurs de la solidarité. On va avoir, alors pareil, on parlait de multiplicité des acteurs, ben, c'est ça, on va avoir des acteurs qui peuvent être très différents. Les associations de solidarité locale, si effectivement là l'enjeu c'est de travailler dans le pays dans lequel vous habitez, que ce soit en France ou dans votre pays. Donc là, vous allez avoir un contrat de travail local. On parlera des statuts tout à l'heure. Les associations internationales, donc les ONG qui vont mener des projets à l'international, soit en réponse à une crise, soit en appui à des partenaires locaux. Il y a des structures qui sont des structures spécifiques sur l'envoi de volontaires. Donc là, il y a un double enjeu, c'est-à-dire que c'est à la fois des personnes qui vont être envoyées pour aider à accompagner sur la mise en œuvre d'un projet, par exemple, mais qui vont également avoir un enjeu d'interculturalité et de formation. Donc ça va être encore un statut particulier qui peut être associé à certaines conditions. On en parlera tout à l'heure également. Le mouvement Croix-Rouge, qui est un mouvement un petit peu particulier, avec un fonctionnement particulier, que ce soit au niveau du Comité international de la Croix-Rouge ou alors des différentes Croix-Rouges nationales qu'on peut retrouver sur les différents terrains. Et puis, on peut également imaginer de travailler au sein d'organisations internationales gouvernementales qui sont souvent des associations, des organisations qui vont financer les projets sur place et qui vont être également sur place pour
justement mesurer les besoins, faire des choix et contrôler ce qui est réalisé sur les terrains. Alors justement, quand on parle d'humanitaire ou même de solidarité, on a différents niveaux et endroits sur lesquels on peut travailler. On peut être directement, on peut avoir envie de travailler dans l'humanitaire parce qu'on a envie d'être en contact avec les bénéficiaires sur le terrain. Donc, ça veut dire qu'on se projette en étant sur le terrain. On va voir tout à l'heure la structure en général d'une mission. Donc, on va appeler plutôt les bases ou être directement dans les projets. Que ce soit pour l'urgence, le développement ou des missions de réhabilitation, le maintien de la paix. Et donc là, on va se poser la question, on peut être sur le terrain en étant en association locale. Ça veut dire qu'on est quand même dans des contextes qui peuvent être difficiles psychologiquement, même si c'est dans notre pays. Et alors, quand on parle de solidarité internationale, là en plus, vous êtes projeté dans un autre pays où vous ne connaissez pas peut-être la culture, la langue, il y aura en plus un décalage. Et puis surtout, vous allez partir peut-être tout seul, peut-être que vous allez laisser votre famille, peut-être que vous partez en famille. Donc ça va avoir une application importante sur votre vie personnelle, tout simplement. Et puis, on parle d'urgence de terrain en crise. Donc, il y a également tout le facteur sécurité qui va être très, très important. Et une autre manière de travailler dans l'humanitaire, donc on peut travailler dans l'humanitaire et ne pas être sur le terrain, mais en étant plutôt en backup au sein de l'organisation, donc en trouvant tout le sens que ça a de la finalité d'action de notre organisation, mais en étant au siège de l'organisation ou de l'association ou dans une antenne locale. Donc là, on va voir qu'il y a on va voir un peu plus loin les différents métiers qu'on va retrouver en fonction de là où on se trouve. Alors, les postes qu'on va trouver en ONG. Donc justement, si on part sur un siège, eh ben, on va retrouver ce qu'on disait tout à l'heure, les mêmes départements qu'on peut retrouver dans un siège d'entreprise. On retrouve les services supports, donc finance et compta, les ressources humaines, la logistique. Peut-être dans les ONG internationales, un service communication et marketing beaucoup plus fort parce qu'il y a un enjeu d'action, de visibilité et de levée de dons sur le territoire qui va être plus important que sur le terrain. Je prends le cas avec Handicap International, il y avait plus de 50 personnes au niveau de la communication et du marketing. Et puis un service mission, direction des opérations, donc qui va superviser, qui va être la courroie de transmission de ce qui se passe sur le terrain. On peut imaginer aussi que dans certaines organisations, il puisse y avoir, vous voyez, une cellule de crise, c'est-à-dire une entité qui va concentrer tous les services pour être en plus grande réactivité quand il va y avoir une crise sur un terrain. Et puis, là, ce n'est pas indiqué, mais je le précise aussi, il peut y avoir aussi, et il y a très souvent un département technique en fonction des domaines d'intervention de l'organisation. On va avoir des personnes qui vont capitaliser sur la manière d'intervenir, comment on intervient techniquement, toute la documentation technique. Voilà pour le siège. On va partir désormais sur le terrain. Encore une fois, on parle de siège et terrain, ça s'applique aussi en solidarité nationale. On peut imaginer qu'il y ait le siège de l'association et puis les terrains d'intervention, même si la distance est moindre. La capitale, ça va être la courroie de transmission entre ce qui va se passer sur les bases et le siège.
Donc, on va retrouver la fonction, le représentant de la mission. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a des terminologies qui sont très différentes selon les ONG. On peut parler de directeur pays, de directeur programme, de représentant pays, de coordinateur général selon les ONG. Et ça, c'est que en français. Donc, il y a également toutes les terminologies en anglais. Mais l'idée, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière. En tout cas, le représentant du pays dans la capitale, c'est bien le chef de mission qui a plutôt une vocation, vers une teinte de coordination généraliste. Et puis, il peut être aidé d'un adjoint et ce qu'on appelle les chargés de reporting, qui sont souvent des personnes qui vont faire tout ce qui est élaboration des rapports et suivi des différents projets en cours. Ça peut être également à l'intérieur de la coordination programme. Et on retrouve donc les services supports au sein de la capitale qui vont faire le lien avec les bases. Pareil, une base peut être au niveau de la capitale, une base opérationnelle peut être aussi sur la capitale. On peut imaginer ça. Après, il peut y avoir des bases très, très éloignées. Donc ça va être un des gros enjeux pour les pour les organisations, c'est d'arriver à avoir une fluidité de communication entre sièges qui va pouvoir donner des directives et donner un cadre, et la capitale qui va faire appliquer les directives au terrain, également être en soutien. Donc, c'est arriver à trouver le juste équilibre entre le cadre et le soutien. Et sur les bases, c'est là qu'on va trouver là où se font les programmes, c'est là où on va avoir des responsables de projet, ce qu'on vous présentait tout à l'heure comme métier thématique ou technique. Sachant que les gens peuvent être soit uniquement référents, on peut imaginer qu'ils soient uniquement référents dans leur thématique pour un ou plusieurs projets, et qu'il y ait un chef de projet généraliste s'il y a, par exemple, il y a souvent des projets multi-thématiques. Donc voilà, ça peut être sous plein de formes différentes, et après, on va trouver les fonctions support qui vont être là en soutien des différents projets qui sont menés sur le terrain. Donc, on peut imaginer que les responsables de chacun a chaque responsable sur les bases a ses référents fonctionnels au niveau de la capitale. Donc, les responsables de projet, ça va être les coordinateurs techniques et le cordeau de suivi et évaluation, par exemple. Le logisticien, ça va être le coordinateur logisticien, etc. Voilà pour comment ça se découpe sur une base, sur une mission. Enfin, on va aborder les différents statuts avec lesquels vous pouvez, j'allais dire partir, mais pas que partir du coup, mais vous insérer ou travailler dans la solidarité nationale ou internationale. Si on parle de stage, c'est une porte d'entrée qui peut être très intéressant dans l'humanitaire, sachant qu'en général, un stage, ça sera plutôt, non, je dirais 90% des cas, dans votre pays dans votre pays à vous, pour des questions de sécurité, mais également pour des questions pratiques. Quand on parle de partir à l'international, ça veut dire que vous allez apporter une plus-value là-bas, et en général, en stage, ça ne va pas forcément justifier les coûts, la prise de risque, etc. Donc, en général, ça va être plutôt dans les sièges des organisations. Et d'ailleurs, les organisations fonctionnent avec énormément de stagiaires. Et souvent, elles peuvent avoir un parcours qui permet d'avoir après des premières missions qui vont être ouvertes à des personnes qui auront fait avec succès du coup un stage au sein de l'organisation, et ces stages peuvent être faits dans les métiers des services supports ou dans les projets ou dans les métiers techniques. Donc selon votre formation bien sûr. Le bénévolat, alors c'est un statut un peu particulier parce qu'effectivement c'est du
travail qui n'est pas rémunéré, mais ça vous permet déjà de répondre à ce qui vous tient à cœur, peut-être, et d'aller... et c'est un bon... Ça va être valorisé aussi pour intégrer le secteur, si vous voulez, après partir dans l'humanitaire, par exemple. Le fait d'avoir déjà fait du bénévolat localement, ça montre votre engagement, votre motivation, puis le fait que vous êtes déjà frotté à une organisation et que vous en comprenez un peu mieux le fonctionnement. Le volontariat, c'est un statut qui va être un peu particulier entre le bénévolat et le salariat. En général, on parle de volontariat plutôt quand on a un déplacement à l'international. Je vous parlais tout à l'heure de France Travail, de France Volontaire, d'organisations qui sont justement spécialisées dans l'envoi de volontaires, comme France Volontaire. Donc, il y a des conditions d'âge notamment qui sont à appliquer. Et donc, on va dire que c'est assimilable à du bénévolat, sauf que vous allez avoir une indemnité, un suivi et une prise en charge d'un certain nombre de frais non négligeables, comme le billet d'avion, le trajet, le visa, etc. Et certaines organisations proposent encore des volontariats, mais de moins en moins. Comme je vous disais au début, on est sur une professionnalisation. Donc autant, il y a peut-être 20 ans, il y avait dans les ONG françaises 80% de volontariat. Moi, je suis partie en tant que volontaire à 2 reprises d'ailleurs. Et c'était vraiment monnaie courante. Autant maintenant, c'est vraiment plus rare. Et donc le salariat, qui est la majorité des cas dans ce contexte-là de professionnalisation, où vous pouvez être donc soit en contrat national, comme on disait, un contrat local, soit un contrat international si vous partez dans un autre pays. Voilà, je crois qu'il y a un dernier statut qui devrait s'afficher, qui est le statut de consultant. Là où on en croise beaucoup à l'international et surtout dans les ONG anglo-saxonnes où il y a ce recours à la consultance qui va être une sorte de prestation de service. Donc, ça dépend pour quelle organisation vous travaillez. Souvent, ça va être quand vous avez de l'expérience dans le domaine, vous allez répondre à des appels d'offres pour faire des missions d'évaluation dans votre domaine, par exemple. Et dans ce cas-là, vous allez être sous un statut où vous n'êtes pas dans une relation de salarié à employeur, mais dans une consultance avec des attentes, un rendu qui est demandé. Ça sera normalement plus tard. C'est rare de commencer par ça. Voilà pour les différents statuts. Et donc, pour résumer un petit peu ce qu'on vous a dit, c'est de se dire que il y a donc plein de moyens de partir ou de s'intégrer dans la solidarité nationale ou internationale. Si on n'est pas sur du bénévolat, où là, c'est, on va dire, de la bonne volonté, etc., ça va être, on va vous recommander de vous poser la question de votre formation, parce qu'on a vu là, différentes typologies de métiers, ça nécessite en général d'avoir une formation de base et d'avoir de l'expérience. Ça peut être aussi d'avoir une expertise particulière, comme on l'a vu sur certains métiers thématiques. Et puis, on parle de motivation. Ça c'est quelque chose dont on parle beaucoup en entretien de recrutement, où vous allez démontrer votre motivation en parlant. Mais mieux que d'en parler, c'est d'avoir des expériences solidaires, justement, qui montrent que vous avez déjà mis en œuvre des actions avec du sens et qui montrent que vous êtes dans les mêmes valeurs que l'organisation avec laquelle vous souhaitez vous engager. Et donc, les compétences techniques, on en a vu par rapport aux métiers, aux différents types de métiers, que ce soit des fonctions de service ou des fonctions thématiques. Bien sûr, vous allez avoir plein de compétences techniques à avoir ou à acquérir. Et puis, et ça fera partie du prochain Zoom qui sera proposé, c'est des compétences interpersonnelles qui vont être très importantes. Donc, c'est se poser les questions, est-ce que j'ai les compétences, on va dire, interpersonnelles, donc relationnelles, de communication, d'écoute, de capacité d'adaptation, qui vont être très importantes dans ce secteur, d'autant plus
comme on a discuté, quand on est sur le terrain, quand on est en dehors de chez soi, quand on est dans un contexte un petit peu difficile, ça va être des choses qui vont être particulièrement importantes. Et donc, être également en bonne santé mentale et physique, ce qui veut dire en tout cas être préparé. Donc physique, quand on parle de physique, c'est plus quand on imagine que vous allez partir loin, par exemple, mais en tout cas dans les sièges, ça se posera peut-être moins, mais en tout cas le fait d'être préparé et de savoir à quoi s'attendre, c'est ça qui est le plus important, et c'est de poser toutes les bonnes questions avant de postuler. Justement, je crois que c'est la phase d'après. Les différents chemins d'entrée, donc vous pouvez tout à fait postuler directement si vous considérez que vous avez déjà une bonne connaissance, une bonne compréhension de ce qui est attendu, et donc postuler directement. Vous pouvez vous dire, oulala, il y a pas mal de choses qui me sont encore un petit peu nébuleuses et j'aurais besoin de me former. Et donc, dans ce cas-là, il y a effectivement toute une palette de formations que vous pouvez peut-être sur lesquelles vous pouvez vous renseigner. Et puis, vous engager aussi de vous dire, en fait, j'ai aussi des structures près de chez moi qui peuvent être peut-être intéressantes pour tester cet engagement. Et puis, en tout cas, il n'y a pas de limite d'âge pour rentrer dans le secteur et il n'y a pas de parcours type. C'est vraiment à vous de construire le parcours qui vous correspond selon aussi vos envies. On n'a pas du tout tous les mêmes envies. On parlait de terrain, il y a des gens qui n'ont pas spécialement envie d'aller sur le terrain, ou même pas du tout. Donc voilà, c'est avoir toutes ces infos là en tête et faire le tri dans tout ça. Donc, on a un autre rendez-vous qui vous est donné par Bioforce et la CSI, c'est le mardi 24 mars avec on va justement un peu plus pousser à la fois sur les compétences techniques, mais aussi beaucoup sur ce qu'on appelle toutes ces autres compétences qui vont être recherchées dans l'humanitaire. Et des petits exercices pour se poser ces questions-là. Merci beaucoup, Jeanne. C'était très clair, comme toujours. On a ouvert pour vous l'espace conversation où vous pouvez rédiger vos questions. Moi, je vais les reprendre et puis si jamais il y en a qui se regroupent, ça permettra d'avoir une manière de répondre qui soit un petit peu plus efficace. Et s'il y en a qui souhaitent malgré tout poser leurs questions à l'oral, éventuellement pourquoi pas, à condition que vous soyez dans un environnement non bruyant et que vous preniez le temps de bien réfléchir à votre question avant de la formuler. Aussi, on vous demande de ne pas trop nous donner d'informations personnelles parce qu'on n'a pas envie que des éléments de votre vie personnelle aillent sur Internet pour votre propre sécurité. Si vous formulez vos questions à l'oral, gardez cet aspect en tête. En attendant que vous rédigiez ou que vous prépariez vos questions, j'en ai déjà quelques-unes en ligne. Je vais te les lire, Jeanne. Puis comme ça, on pourra voir ensemble comment y répondre. Savez-vous s'il est possible d'effectuer un stage lorsqu'on n'est plus étudiant? Alors, Anne, je te laisse répondre pour la France. Et puis, du coup, comme la CSI est à la frontière avec la Suisse, je vous ferai une réponse pour le côté suisse. Ça permettra de mettre les choses en perspective. Oui, parce qu'effectivement, j'allais dire, moi, je peux répondre pour la France où effectivement, les organisations en France vont prendre uniquement des étudiants qui ont bien une convention de stage à jour. Et parce que sinon, après, il y a peut-être d'autres dispositifs que je n'ai pas forcément en tête. Non, je me dis, il y a peut-être des dispositifs au niveau de France Travail pour faire une immersion qui peut être du coup des choses peut-être plus courtes.
où là, du coup, on est dans un autre dispositif, mais sinon, les organisations vont vous demander une convention de stage d'un institut de formation. Il me semble qu'à un moment donné, il y avait un peu des pratiques où justement on pouvait demander des conventions via des choses qui étaient... Bon, je crois que c'était pas forcément très recommandé. Oui, aujourd'hui en France, la loi, elle a évolué pour cadrer les stages et éviter qu'il y ait des abus du côté des employeurs et d'utiliser les stagiaires pour remplacer les salariés et que le stage est vraiment sa fonction de formation. En Suisse, tous les stages ne sont pas nécessairement adossés à une convention de stage avec un institut de formation, donc vous pourrez facilement trouver des stages même si vous n'êtes pas étudiant. Je crois, en tout cas il y a quelques années en arrière, c'était aussi le cas en Belgique. Et pour les pays d'Afrique de l'Ouest francophones, je suis incapable de répondre. Je ne me suis jamais posé la question. Mais en tout cas, typiquement, les stages aux Nations Unies, par exemple, ils sont non rémunérés. Et ils ne sont pas nécessairement adossés à un centre de formation. Donc ça augmente les possibilités, mais il faut avoir les ressources financières pour se permettre de vivre plusieurs mois sans ressources. Voilà. On avait une autre question. Quelqu'un qui est volontaire en solidarité internationale et qui voudrait renforcer ses capacités sur la gestion de projet et la mobilisation des ressources financières. Est-ce que Bioforce offre des formations gratuites ou à coût subventionné? Si oui, comment faire pour participer à ces formations? Alors, je pense que tout ce qui compte... Donc moi, c'est vrai que j'interviens ponctuellement pour Bioforce, mais je ne suis pas à l'intérieur de Bioforce. Je pense que pour ça, toutes les questions par rapport à l'Institut Bioforce en lui-même, il faut vraiment pas hésiter à envoyer un email pour poser ces questions particulières et puis se renseigner sur le site internet, c'est quand même assez complet. Des formations gratuites, non, je ne pense pas. Bien sûr, c'est une formation qui a un coût. Après, il peut y avoir certaines aides selon d'où viennent les personnes, puisque ça peut être adossé à des offres potentiellement régionales ou autres. Mais quand vous dites je suis volontaire en VSI, d'accord. Ah, vous voulez dire peut-être des formations plus courtes. Et dans ce cas-là, si vous êtes déjà au sein d'une organisation, ça va être plutôt voir quel type de formations peuvent être actionnées en formation courte et financées potentiellement par l'employeur. Mais ça, voilà, je ne peux pas répondre à la place de votre employeur. J'ai mis dans la partie conversation le lien direct vers l'ensemble des formations proposées par Bioforce. Donc, vous trouverez la liste. Et il me semble qu'il y a dans la partie contact, vous pouvez aussi faire un mail de demande pour connaître les possibilités pour des bourses. Et là, certainement qu'il y aura quelqu'un de l'autre côté de cette boîte contact pour vous renseigner sur les bourses possibles. Voilà. J'ai raté le début, est-ce possible? Alors, pour ceux qui sont arrivés en cours de présentation, sachez que le replay de la session de ce soir sera en ligne à partir de la semaine prochaine, avec la partie présentation et la partie questions. Donc, ça répond à une des questions. Pour ceux qui sont arrivés en cours de présentation, est-ce possible de faire un stage à distance? Alors, ça, ce n'est pas une question qui est spécifique à l'humanitaire, mais on va y répondre. En France, il est interdit aux employeurs
d'accueillir des stagiaires en 100% distanciel, hormis situation extrême, genre Covid. En général, on préconise pour les stagiaires d'être 100% présentiel, sauf exception. Donc, ça, c'est la loi française. Après, je ne sais pas vous dire dans d'autres pays quelles sont les règles qui encadrent les stages. Voilà. Ici, il y a une question. À quel poste correspond le Chief of Party chez les anglophones? Toi, tu sais? Moi, eh ben, tu vois, j'ai cherché sur Internet parce que j'étais pas sûre. Alors, Mais j'ai moi, l'impression que c'est un peu, ouais, dis-moi, c'est un poste de chef de ma projet. connaissance, en fait, je n'ai vu des Chief of Party que sur des projets USAID. Ouais, je Et pense que comme c'est ça. USAID a quasiment totalement clôturé ses projets financés, les cas de figure se présentent moins. Sans doute qu'il doit y avoir des Chief of Party aussi dans les projets du Fonds mondial. Et sur des grosses structures. En général, c'est le coordinateur programme du projet, qui, avec une spécificité, c'est qu'il a à la fois la responsabilité de la mise en œuvre et à la fois la responsabilité financière du programme qui est mis en œuvre par le partenaire. En tout cas, moi, les Chief of Party que j'ai vus et avec lesquels j'ai collaboré, leur scope de responsabilité couvrait vraiment l'ensemble. Il y avait les RH, il y avait la coordination mise en œuvre et il y avait les finances sur l'ensemble du projet. On peut quand même on peut quand même se dire que les postes de chef de projet, ils ont aussi quand même souvent à gérer la partie financière. Enfin voilà, donc encore une fois, c'est vraiment de se dire chaque organisation va avoir aussi des fonctionnements particuliers. Et donc, ce sera effectivement à chaque fois de bien décortiquer. Mais effectivement, le terme de chief of party, je l'avais déjà entendu, mais sans me dire que c'était peut-être par rapport à un bailleur précis. Mais en tout cas, c'est lié effectivement au projet. Et c'est vrai que quand on est chef de projet ou coordinateur projet, c'est vrai que souvent on peut être coordinateur d'un projet qui peut être de grande taille. Ça peut être aussi le lien avec le bailleur directement dans certains cas, ce qui n'est pas toujours le cas. Donc, ça va être vraiment de se dire qu'est-ce que ça recouvre comme réalité derrière une terminologie. J'ai une nouvelle question. Je suis en reconversion professionnelle et souhaite m'orienter vers les métiers de solidarité internationale sur une partie développement en tant que chargé de projet. Ce métier s'exerce-t-il au niveau du siège ou terrain, capitale ou base? Alors, sur une je vais partie revenir en développement, arrière sur les slides, ça permettra d'adosser le propos. Là, voilà. On va dire qu'en général, un chargé de projet, c'est la personne qui est au cœur du réacteur, qui est en lien directement avec, qui s'occupe de l'implémentation du projet sur le terrain. Donc, ça veut dire que ça va s'organiser au niveau de la base. Après, encore une fois, le projet il peut être dans la capitale et puis un chef de projet peut devenir après coordinateur de programme. Mais dans un premier temps, effectivement, on est sur le terrain. Je ne sais pas si Laetitia, tu as la même réponse. Oui, effectivement. Après, le terrain, parfois, c'est un terrain urbain, parfois, c'est un terrain plus reculé, on va dire. Mais on peut imaginer que vous êtes au siège d'une organisation nationale ou internationale dont les projets sont mis en œuvre dans la capitale ou juste à côté. Et voilà, donc voilà. Mais en général, c'est plus sur le terrain.
On a une nouvelle question. Alors, hop, pardon. Tac, une nouvelle question. Moi, j'ai suivi des formations académiques dans les secteurs du développement et de l'humanitaire. J'ai également des expériences de bénévolat au sein d'associations locales. Cependant, je peine à trouver un contrat. Auriez-vous des mesures d'accompagnement dans ce sens ou des ateliers de mise en réseau? Alors, oui, Vas-y, vas-y, je commence. te laisse. Non, mais ouais, moi, j'allais dire effectivement de mise en réseau. Bah, alors, du coup, ça dépend de où vous habitez. Euh, euh, je dis Alors, que. je vais prendre le problème Vas-y. dans cet ordre-là. Je peine à trouver un contrat. Sachez que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on est dans une période, et je pense que c'est important de le dire dans ce Zoom métier généraliste, en particulier dans cette année 2026, puisque on réalise ce Zoom métier dans un contexte et une conjoncture qui est pas hors sol. On est tous tout à fait conscients que les coupes budgétaires des différents États vis-à-vis de l'aide publique au développement, que ce soit les États-Unis, la France, même la Suisse, et je crois que les deux seuls pays qui n'ont pas diminué, c'est la Finlande et la Norvège. Mais sinon, globalement, tous les pays européens ont diminué leur aide publique au développement. Il y a des pays, des BRICS, qui commencent à augmenter leurs enveloppes d'aide publique au développement, mais sans compenser les pertes des autres pays. Donc, on est dans une conjoncture où il y a moins d'argent pour les projets et donc, par définition, des projets de moins grande envergure, des projets qui étaient en cours qui ont été réduits. Et donc, le marché, il est plutôt tendu, on va dire. Il n'y a pas une abondance d'offres. Donc, ce constat que vous faites, il est juste, il est partagé par d'autres personnes dans votre situation, ce qui fait qu'une personne va être sélectionnée plutôt qu'une autre, ça va être les éléments différenciants de son parcours. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut avoir des formations. Comme le disait Jeanne en début de présentation, c'est un secteur qui s'est professionnalisé. Il faut avoir des expériences et les expériences de bénévolat, pour le coup, dans notre secteur, elles sont vraiment valorisées, donc c'est un vrai plus. C'est très bien. Après, c'est au moment de la rencontre entre la structure qui propose le poste et vous que ça se définit si ça correspond ou pas. En termes de méthodologie, je dirais qu'il est toujours davantage favorable d'envoyer moins de candidatures, mais que chaque candidature soit bien ajustée, peaufinée pour répondre aux enjeux, aux valeurs, aux besoins de l'offre et plutôt que d'envoyer le même CV et la même lettre de motivation type à toutes les candidatures. Donc ça, c'est en termes de méthodologie, le petit plus que je peux vous apporter ce soir de manière générale. Pour les événements de réseautage, ma recommandation, c'est d'aller sur toutes les conférences, les forums internationaux qui ont lieu dans votre ville. Si vous êtes dans une ville qui est déjà engagée, où il y a déjà une communauté de la solidarité internationale active, s'il y a des conférences de presse d'une structure sur un sujet, s'il y a des forums, typiquement cette semaine à Genève, il y a le forum de la coopération internationale qui a lieu jeudi et vendredi. Ça a lieu en présentiel et en ligne. Quand on va sur un événement comme ça en présentiel, on rencontre des gens, on y va, on s'est préparé, on sait qui on va voir, on
n'a pas forcément son CV à la main parce que ce serait un peu maladroit, mais on s'est fait imprimer une carte de visite avec le QR code qui renvoie vers son compte LinkedIn avec son parcours professionnel sur le compte LinkedIn à jour, propre et adapté au secteur. Et là, on peut commencer du réseautage. Et la même chose peut s'appliquer si vous nous écoutez depuis un pays d'Afrique de l'Ouest ou d'Afrique centrale sur n'importe quel forum thématique ou grande rencontre thématique organisée par un cluster d'ONG dans l'une des capitales ou dans l'une des grandes villes de région où vous vous trouvez. Voilà. Mais ça, il faut suivre, il faut être un peu en mode veille aussi sur ces opportunités-là. Donc ça, je passe à la question suivante. Tu voulais compléter, Jeanne, peut-être? Je vois que Yves a répondu qu'il vivait à Annecy par rapport à la question, enfin à Nice, pardon. Bon, ouais. Okay. Mais oui, non, c'est ça. C'est effectivement. Je pense que, pareil, vous pouvez aller voir sur le site de Bioforce. Il y a des petits, notamment, il y a une journée porte ouverte. Puis c'était le cas aussi au Soliway où il y a une journée porte ouverte le 21 mars, le samedi 21 mars à Vénissieux, donc à côté de Lyon. Où il va y avoir des sessions d'entretien, un peu d'orientation, justement, qui sont proposées. C'est l'idée de se dire concrètement, qu'est-ce que j'ai sur mon CV, est-ce que je le valorise correctement, est-ce que c'est entendable et compréhensible par les organisations, et est-ce que, comme disait Laetitia, je frappe pas toujours au même endroit, peut-être me faire parfois un pas de côté et puis trouver une stratégie autre quand on voit que ça marche pas, même si effectivement ce qu'on disait, la situation, le contexte est un peu compliqué, il y a toujours des besoins, il faut, voilà, c'est arriver à trouver la bonne ouverture. Alors, depuis Annecy, Genève, c'est 1 heure, un peu plus. Et en mars, il y aura le Humanitarian Network Partnership Week. Et là, pour le coup, il y a beaucoup d'acteurs qui sont présents, beaucoup d'acteurs anglophones qui sont présents. Ça peut valoir la peine de s'y rendre. Et l'événement de demain et après-demain à Genève, à Nice, je ne vous le recommande pas spécifiquement, puisque du coup, à ce jour, les inscriptions sont ouvertes seulement en visio. Les inscriptions en présentiel sont clôturées. Et donc, pour vous, l'intérêt sera limité. Par contre, ça peut être intéressant d'écouter quand même certaines conférences pour prendre le pouls de la situation et avoir des informations fraîches sur les tournants que prennent les différents acteurs. Sachant que parmi ces acteurs, il y a aussi la recherche. Parmi ces acteurs, il y a dans les acteurs de la solidarité internationale, il y a la recherche qui crée beaucoup d'innovation et qui peut être un lieu d'épanouissement aussi. Il y a certains acteurs du secteur privé, business, qui sont très engagés en solidarité internationale, tels que Schneider Electric ou des bureaux d'études, qui ont des projets vraiment en partenariat co-construits avec des ONG et qui, pour le coup, risquent aussi d'avoir des opportunités d'embauche pour tout un chacun. Donc voilà, ça c'était un peu pour élargir les horizons. Alors, je passe à la question suivante. Bioforce forme-t-il uniquement sur des métiers de l'humanitaire qui sont liés à des postes d'urgence et en crise? Alors là, je vous renvoie à l'ensemble de l'offre de formation et pour la faire courte, la réponse est non, pas seulement. Voilà. Je peux peut-être juste le compléter, oui, pardon, j'avais parlé d'humanitaire, d'urgence, parce qu'à la base, c'est vrai que Bioforce avait cette couleur plutôt urgence et plutôt logistique. C'est un petit peu son ADN, mais après, ça a été, il s'est vraiment étoffé et on va dire que là, actuellement, les formations qui sont peut-être les plus importantes, c'est plus sur de la coordination de projet.
qui a plutôt pour vocation, du coup, tout type de projet, puisqu'après, les projets peuvent être dans des contextes d'urgence ou de développement, et puis d'autres types de formations, puisqu'après, il y a des formations courtes, des formations en intra, etc., sur beaucoup de domaines. Voilà. Ok, merci. La question suivante. Je suis diplômée en comptabilité en République démocratique du Congo avec un anglais avancé et une expérience en gestion de caisse et en service hôtelier. Organisée, rigoureuse, dotée d'excellentes relationnelles. Je souhaite mettre mes compétences, notamment dans la gestion budgétaire. Alors, la question, c'est comment est-ce que une personne qui a des compétences en gestion financière, avec un profil gestion administrative et financière, trouve sa place? La CSI organise des Zooms métiers généralistes comme celui-ci, mais aussi des Zooms métiers experts. Vous trouverez en ligne, Alice, je te laisse copier-coller le lien le, vers le replay du Zoom métier finance RH ou RH admin. On a différentes articulations. On a des Zoom métiers sur les postes finance et administrative. On a des Zoom métiers sur les postes RH admin, parce que souvent ils sont un peu articulés comme ça. Ces postes bifonctions, on va dire, selon la taille de la structure. Et donc, vous pouvez revoir les replays des Zoom métiers experts qui avaient été organisés l'année dernière et il y a quelques années en arrière, toujours en partenariat avec Bioforce. C'est sur la chaîne YouTube de la CSI. Donc là, ça vous en dira plus sur comment mettre en valeur ces fonctionnalités-là. Ouais. Pour répondre peut-être un peu plus à Sarah, je suis pas sûre de tout à fait comprendre parce que si tu travailles déjà, enfin j'ai l'impression que donc au Congo avec service hôtelier et gestion de caisse, on est plutôt sur de la comptabilité ou des choses que tu peux faire opérationnellement, ce qu'on disait, hein, dans le service financier. Il y a la coordination admin qui a un gros volume financier à gérer en lien avec les bailleurs de fonds, etc., ou qui va demander une grosse expérience et compréhension de situations complexes. Et après, des métiers qui vont être plus sur le terrain, peut-être même aussi sur des projets pour être sur des fonctions caisse, trésor, enfin voilà, qui vont être plus circonscrites, on va dire. Et dans ce cas-là, le conseil, c'est d'aller voir directement les organisations sur place qui travaillent, ou en tout cas de voir les offres d'emploi qui sont données dans les organisations sur place qui travaillent en solidarité internationale dans un premier temps. Après, si c'est aussi pour vous former et évoluer par la suite, là, dans ce cas-là, je rejoins ce que disait Laetitia, mais voilà. Ok, j'ai une question, je ne suis pas sûre de bien la comprendre, je vais la lire. Tu me diras comment tu l'as saisie. Jeanne, quel genre de formation ou volontariat existe, je pense que le verbe c'est existe, pour acquérir des compétences et expériences en WASH, eau et assainissement? Je suis du métier, donc il y a déjà de la compétence technique, si je comprends bien, et j'ai du temps et une auto-entreprise, mais je peine à comprendre comment trouver du volontariat et comment débuter et me former. Alors, effectivement, donc tout dépend quelle est votre formation de base et quel type d'expérience vous avez. Effectivement, en eau et assainissement, il y a un certain nombre d'organisations qui travaillent dans ce domaine. Donc, c'est voir effectivement quelles sont est-ce qu'il y a des offres dans le domaine. Il y a une formation au sein de Bioforce notamment, mais est-ce qu'elle est encore d'actualité cette année? Parce que je sais qu'aussi, on parle d'offres, ça s'était énormément restreint ces temps-ci, donc c'est peut-être pour ça que vous avez un petit peu plus de difficultés. Mais en général, les gens qui travaillent dans l'eau et l'assainissement en solidarité internationale pouvaient avoir des formations type BTS, gestion
gestion de l'eau, ou ingénieurs, ou voilà, des ingénieurs en eau, etc. Mais avoir aussi le côté gestion de projet. Donc en fait, tout dépend quelles sont les compétences que vous auriez à acquérir. Est-ce que c'est du côté plus technique ou est-ce que c'est du côté plus gestion de projet ou si c'est environnement de la solidarité internationale. Donc en fonction de ça, il faut voir un peu quel module de formation vous pouvez piocher. Et puis effectivement, si vous pouvez faire un stage exclu à distance. Donc, si vous pouvez faire un stage exclu à distance, ah oui, c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Mais ça peut être effectivement un volontariat, à voir ce qui est proposé. Effectivement, il n'y en a pas beaucoup, mais après, une expertise technique peut être quand même intéressante et recherchée. Donc, Alors, pour les volontariats, je vais quand même remettre le site de France Volontaire, qui est quand même la référence. France Volontaire, voilà, hop. Et qui vous permettra de trouver des volontariats aussi par thématique. Et donc là, en l'occurrence, sur les thématiques eau et assainissement. Tac. et je pense que ça peut être bien de. Je ne sais pas si on n'en a pas encore parlé, mais si vous avez en tête les sites principaux dans lesquels vous allez trouver des offres de stage, de volontariat et de salariat en organisation internationale, hein, comme Coordination Sud, Relief Web. Je ne sais pas si c'est des choses que vous avez, que les gens ont en tête, mais c'est bien de les signaler. Euh, alors, pour le moment, je ne suis pas en Congo, je suis à Chypre et j'aimerais savoir s'il y a des offres en ligne à distance. Ah, ça, c'était Sarah tout à l'heure par Oui, rapport. d'accord. euh, Donc, pour évoluer dans le domaine humanitaire, d'accord. Donc, vous formez plus pour pouvoir ensuite euh, par, travailler dans la solidarité internationale, mais pas forcément en tant que local, du coup. Ouais, ouais. Et ben, effectivement, il y a des. Alors, euh, je ne veux pas faire de la pub pour Bioforce, c'est vrai qu'ils font des offres, des formations maintenant, ils développent de plus en plus de formations à distance, donc je vous invite vraiment à aller sur le site et à regarder ce qui peut vous correspondre. Voilà, BTS métier de l'eau, ok, Francine, bah, parfait. Donc, peut-être regarder sur je mets le- coordination, voilà, Relief Web. ouais. Est-ce que peut-être Alice, tu vois, j'imagine les sites, ouais, je te laisse les mettre pour effectivement aller regarder parce que euh, ça vaut le coup de se mettre des alertes, se créer des alertes sur effectivement un certain nombre. Ça peut être aussi des stages en siège et ça vous permet de découvrir la solidarité internationale, comme vous disiez, vous former au sein d'une équipe technique au siège qui vont avoir besoin de quelqu'un pour faire de la capitalisation, pour faire du suivi de projet sur des indicateurs techniques. Voilà, ça peut être des choses comme ça aussi. Donc, ça peut être intéressant de se mettre des alertes sur ces sites-là. Et puis, il y a aussi sur certains métiers, en particulier, il y a des masters ingénierie qui sont en alternance et qui vous permettent d'avoir en tant qu'alternant à la fois l'apprentissage théorique et pour renforcer le BTS et, l'expérience en entreprise ou en ONG. En entreprise, ce sera certainement des bureaux d'études ou en ONG qui travaillent sur ces thématiques en binôme, justement en alternance. Voilà. Donc ça aussi, c'est des solutions qu'il faut pas hésiter à aller chercher avec l'avantage qu'en alternance, on est un petit peu plus payé qu'en stage et de manière plus continue. Du coup, ça permet aussi de maintenir un certain niveau de vie pour ceux qui sont en reprise d'études et qui n'ont plus parfois les parents derrière pour financer les études. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, je crois qu'on a tout passé en revue.
Je vois une question de Daryl par rapport à la formation de coordinateur de programme humanitaire à Ah oui, Bioforce. exact. Voilà, qui demande est-ce qu'il vaut mieux avoir de l'expérience sur le terrain? Est-ce que c'est possible de suivre cette formation directement après une expérience de technicien ou de logisticien? Donc, pareil, je ne vais pas répondre dans le détail, mais déjà, je crois qu'il y a différents types de formations. Des formations un peu plus longues, des formations un peu plus courtes selon votre typologie d'expérience. Est-ce que c'est de l'expérience dans le secteur humanitaire que vous avez? Dans ce cas-là, il y a cette connaissance qui peut être transposable. Et encore une fois, si vous avez été logisticien sur le terrain, il y a un certain nombre de choses qui peuvent être transposables ou intéressantes à tirer pour le métier de coordinateur. Peut-être aussi d'autres expériences de gestion de projet que vous auriez fait ou touché. Donc après, je crois que pareil, si vous allez sur le site de Bioforce, vous pouvez un peu tester pour voir si la formation vous convient euh, ou, ou pas selon où vous en êtes dans votre expérience, euh, qu'elle soit dans le secteur ou à un poste peut-être qui peut être transposable dans un autre secteur. S'il y en a qui préfèrent formuler leurs questions à l'oral, on a un petit moment encore, on a quelques minutes devant nous, on peut prendre peut-être une ou deux questions encore. Ah oui, oui, alors, pardon, je complète encore la réponse que j'ai faite à Daryl. Je pense que le titre de coordinateur de programme, oui, bon, c'est encore du détail un peu de Bioforce, mais souvent, les personnes qui font cette formation vont être embauchées dans un premier temps comme chef de projet. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que vous avez le titre de coordinateur que l'organisation va vous employer comme coordinateur. Parce que coordinateur, ce qu'on disait par rapport aux différents types de métiers, vous êtes plutôt en capital et vous allez coordonner d'autres chefs de projet. Donc, si vous avez juste la formation Bioforce et votre expérience précédente, le temps d'assimiler toute la manière de fonctionner d'une organisation, en général, l'organisation va préférer vous envoyer d'abord sur un poste opérationnel, que vous fassiez un petit peu votre expérience au sein de l'organisation avant de vous projeter sur un poste de coordo. Et une fois que vous aurez exercé le poste de coordo, là, ça va être plus facile d'aller dans une autre organisation directement en tant que coordo programme. On a un pouce levé, c'était très clair. Écoutez tous, puisqu'il n'y a pas de questions supplémentaires, ça veut dire qu'on a su répondre à vos préoccupations. Ah si, on a une question. Jeanne Jonas Lucrèce, vous pouvez activer votre micro, on vous écoute. Oui, bonjour à tous et merci bien pour votre présentation. Moi, ma question est beaucoup plus technique. Je crois pas, tout à l'heure, je ne sais pas si c'est Jeanne ou Laetitia qui l'a abordé, mais c'est l'aspect de rentrer en contact avec Bioforce, en fait. Parce que moi, par exemple, j'ai déjà essayé de faire une formation sur Bioforce. Je n'ai pas pu avoir l'accusé de réception et même quand j'ai suivi la procédure décrite sur le site pour signaler un problème et tout ça, j'ai jamais reçu de courriel, j'ai jamais reçu un retour du cours. J'ai l'impression que c'est vraiment difficile de communiquer avec eux pour pouvoir s'inscrire aux formations, en fait. En tout cas, pour moi, je n'ai pas pu le faire pour la cohorte passée. C'était la formation pilotée, la gestion financière d'un projet. Je n'ai vraiment pas pu le faire. Je ne sais pas si vous avez des solutions à m'apporter, un autre moyen par lequel on pourrait vraiment rentrer en contact avec eux parce que j'ai fouillé partout les spams et tout et vraiment, je ne reçois aucun courriel de confirmation de Bioforce pour avancer dans la procédure d'inscription en fait. Merci. Est-ce que je vais regarder s'il y a un formulaire en ligne, parce qu'en général, l'avantage du formulaire en ligne, c'est qu'on est sûr que son message, il passe pas dans les spams chez le destinataire. Je suis en train de vérifier pour vous en direct.
Il me semble que dans ma mémoire, il y avait une solution dans l'espace candidat. Ça, c'est que pour les candidats qui ont déjà fait un dossier. Mais en fait, il faut aller... Pardon. Une solution, c'est d'aller aux journées portes ouvertes. Déjà, vous aurez quelqu'un en physique. Ça peut être une bonne première étape. Et puis, tu disais, Jeanne? Non, je disais que effectivement sur le site, il faut aller finalement, pour avoir le formulaire, il faut aller sur les sites d'implantation pour avoir le formulaire de contact. Je ne sais pas si vous étiez allé jusque-là, mais c'est vrai que je ne vois pas de contact autre que le formulaire de contact. Donc, j'imagine que, je ne sais pas si, Jeanne, je ne sais pas si vous aviez essayé de renvoyer via le formulaire de contact. Oui, je l'ai fait plusieurs fois, à plusieurs reprises et je n'ai jamais eu de retour en fait. C'est ça mon inquiétude parce que si je fais le formulaire là, c'est supposé que je devais avoir quand même une réponse dans un délai de, je sais pas, 3-7 jours ouvrables, mais juste là, ça fait déjà 2 mois. J'ai eu aucun retour et je sais pas, c'est difficile. Déjà, même pour l'inscription sur la plateforme, c'était compliqué avec le code postal. Et pour ce qui est d'aller sur place, ça fait encore des frais parce que moi, je ne suis pas en France, par exemple, je suis au Canada, du coup, c'est vraiment compliqué. Oui, bah, bien sûr. Non, parce que je pense qu'il y a aussi peut-être, ils organisent ils organisent eux directement, encore une fois, hein, nous, on n'est pas spécifique Bioforce, même si c'est le rôle de Bioforce on va dire, c'est avec sa casquette information, orientation et pas Bioforce en lui-même. Ils organisent aussi parfois des espèces de portes ouvertes à distance, entre guillemets, avec des questions sur les formations. Donc peut-être ça serait un bon moyen d'avoir des gens en direct. J'avais vu ça sur LinkedIn. Oui, je l'ai vu également. D'accord, parfait. Je vais essayer de rentrer en contact via cet événement également pour voir si mon problème pourra être résolu. Ouais, voilà, super. Je pense, ouais, ça peut être pas mal. Et sinon, après, réessayer peut-être encore une petite fois sur le formulaire de contact, parce que je me dis, là, ça prend effectivement pas longtemps. Et puis de redire, ben, voilà, à quel moment vous avez envoyé, puis ce que vous attendez que vous ayez, parce que vous sachiez un petit peu ce qu'il en est, effectivement. D'accord. Merci beaucoup. Ça sera tout pour moi. Merci à vous. Eh bien, merci à tous et toutes. On vous souhaite une bonne soirée, bonne continuation dans vos projets d'orientation, de décision et de recherche. Plein succès pour ceux qui cherchent le job de leur vie et qui ne l'ont pas encore trouvé. Vraiment, on vous souhaite que de trouver votre place. Et on vous envoie plein de courage. Et merci à ceux qui sont déjà engagés et qui sont déjà très actifs sur le terrain pour toutes les populations qui en bénéficient. Et on vous dit à très bientôt. Rendez-vous le 24 mars, donc dans 4 semaines, pour le Zoom métier généraliste numéro 2. Au revoir à tous.